que tout le monde arrive, vu que le webinaire devait démarrer à 11 heures. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Donc, c'est un webinaire qui fait écho principalement à un événement DevOps à Marseille, les DevOps Day, mais qui était également annoncé sur les réseaux sociaux et le site de JFrog. Donc, quel que soit votre moyen d'accès déjà à ce webinaire, bienvenue à tous. Vous avez le titre sous les yeux, je partage mon écran actuellement. Donc, c'est un webinaire qui est plutôt niveau introduction au DevOps. Donc, si vous partez de zéro ou si vous avez quand même déjà commencé à implémenter quelques pipelines, vous voulez vérifier si vous êtes bien en phase avec ce que font les autres acteurs dans le milieu ou les autres personnes un peu plus matures en termes de DevOps, ce webinaire est pour vous. Alors, je vais commencer par une intro rapide sur moi. Bah, je m'appelle David Robin, je suis ingénieur solution chez JFrog. JFrog, c'est une société mondiale, donc on a des bureaux un peu partout, dont un en France à Toulouse, et il y a aussi une équipe parisienne qui commence à arriver. Donc je suis chez JFrog depuis maintenant quasiment 2 ans. Au programme de ce webinaire, on va tout d'abord définir ce qu'est le DevOps, un mot un petit peu galvaudé qu'on utilise à toutes les sauces. On va voir ce que nous, en fait, on met derrière et comment c'est né, en fait, ces pratiques d'automatisation. On va voir l'impact sur les développeurs pour pouvoir livrer comme ça en continu et sans régression et aussi bah, les principales notions qui arrivent dès qu'on commence à s'intéresser au DevOps. Donc, la gestion de package, les entrepôts de binaires, qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de binaires? Comment on s'y prend pour automatiser réellement dans les faits la production logicielle? Et bien sûr, bah, comme je suis de JFrog, je vais vous montrer tout ça un petit peu en image sur Artifactory. Dernier point, c'est les questions en live. On a un chat. Je vais y jeter un œil régulièrement pendant cette présentation. Donc, soit c'est des questions qui se prêtent un petit peu à ce que je suis en train d'expliquer, je vais essayer de les dépiler au fil de l'eau, soit il y aura du temps à la fin pour les questions et réponses. Donc voilà, comme on a un agenda, je vais démarrer tout de suite par c'est quoi le DevOps? Je vous ai proposé une définition, donc ensemble de méthodologies pour combiner le développement logiciel et son exploitation. Alors là, je vais finir cette définition, je vais dégager une question. Il y aura, vous inquiétez pas, en fin de webinaire, on vous donnera toutes les infos pour nous contacter, pour avoir des sessions, même en particulier, en follow-up, si vous avez des points précis à voir. Évidemment, il y aura tout ce qu'il faut pour nous contacter. Donc sur le DevOps, en fait, à la base, ça vient de contraction de développeurs et opérationnels. Donc ça a été la fusion entre deux équipes, les équipes de développeurs et les équipes d'exploitation, dans le but de fluidifier les cycles. Les développeurs ont codé un ensemble de nouvelles fonctionnalités, on les met en œuvre, on les déploie quelque part. C'est pas forcément de la production, ça peut être aussi dans un environnement de staging. Parce que historiquement, voilà, c'était plutôt en fait siloté. Il y a des équipes chargées d'exploitation, de l'administration des serveurs Linux, de leur monitoring. Et en fait, en gros, bah, si jamais il y a un refactor important, les développeurs devaient indiquer à l'équipe d'exploitation, en gros, comment mettre en œuvre à nouveau leur nouvelle code base, comment configurer différemment, quelles sont les ressources à avoir, les prérequis à installer sur la machine. Donc tout ça, ça induisait en fait un délai assez fort. Donc si le terme avait été inventé par des Français, ça s'appellerait DevEx, mais voilà, c'était inventé par des Anglais, donc exploitation opérationnelle, donc fusion entre les deux, et on va fluidifier ce cycle. On va parler beaucoup de binaire, d'artefacts et de package. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu ce cycle continue de release et production, en fait, on voit que passer l'étape du code, ici, le point commun vers toutes ces étapes, ça va être justement les packages et les binaires que vous allez produire. D'accord? À partir de cette étape de code, ici, je vais trimballer mon binaire sur toutes les étapes de la chaîne de production logicielle. Et donc ça, c'est une pratique, le DevOps, qui a été adoptée à peu près en même temps que les pratiques agiles, méthodologie Scrum, et on comprend pourquoi, puisqu'on va itérer sur des cycles courts, qu'on appelle des sprints, avec des livraisons très fréquentes pour arriver à un MVP. Donc cette pratique de développement et d'automatisation, développement-livraison, collait très bien avec ces méthodologies-là. En gros, quel est l'impact sur les développeurs principaux concernés? Leur impact, ça a été de rendre le code plus modulaire. Pourquoi? Bah, parce que si je découpe mon code en petits modules, je vais pouvoir avoir des interactions moindres entre les équipes. Souvent, en ancienne mode, quand les logiciels n'étaient pas modulaires, on traçait des diagrammes de Gantt où pour arriver à telle implémentation de fonctionnalité, il fallait attendre l'implémentation des prérequis. Ici, ça va permettre de découper en librairie, et donc une équipe va pouvoir implémenter des features supplémentaires sur son module de librairie, mais comme elle a livré avant, d'autres équipes qui dépendent de ce module vont pouvoir continuer à une ancienne version sans impact. Donc la modularité a permis de fluidifier les livraisons.
ça s'est musclé avec des innovations qui ont vu le jour, les approches microservices plutôt que monolithes, d'accord? Et aussi, bah, évidemment, les containers, qui ont permis notamment de livrer quelque part l'environnement d'exécution avec le projet, d'accord? Ou une partie du monde. Donc ça a été un gros point sur les développeurs. Parce que pour coder modulaire, il faut aller le chercher aussi, il faut respecter certaines best practices. Et la dockerisation a aussi eu un impact. Il y a certains projets qui ont passé à un moment donné en mode Docker massif. L'autre impact, ça a été sur comment on gère les sources. Souvent, on est passé de SVN à Git. Et Git, il y a pas mal de façons de l'utiliser. D'accord? On peut créer très facilement des branches. Donc, ça a donné naissance en fait à pas mal de flows. Et Git Flow, il y en a certains qui portent le nom de certains outils, comme par exemple le GitLab Flow, le GitHub Flow. Ça va être des practices qui viennent de ces pionniers en fait en matière de gestion des sources, qui ont en fait bah, décrit comment on travaille avec Git avec un système de validation de pull request par des tech leads, par exemple, des feature branches qui vont donner lieu à des environnements de déploiement parallèle pour qu'un product owner puisse tester la feature et voir si elle est bien en accord avec ce que voulait le métier. Donc ça a été un autre impact et des choses à mettre en œuvre aussi. Enfin, un impact énorme sur la vélocité et aussi sur la qualité, ça a été les tests. Les tests unitaires ont aussi, enfin, même les tests d'intégration et tests end-to-end, à ce moment-là, ont été pris beaucoup plus au sérieux par l'industrie. C'était une best practice. Il y avait aussi bah, des méthodologies de développement orientées tests unitaires, mais dans la pratique du DevOps, les tests sont là pour la qualité, pour assurer la non-régression. Si on fluidifie les livraisons, évidemment, le risque, c'est que j'ai une régression, puisque j'ai fluidifié le temps entre ma production de code et mon déploiement quelque part. Donc, si c'est vraiment très fluide et que j'ai un souci dans le code, bah, je vais déployer une version qui a un défaut. Donc, pour déployer en fait avec des garde-fous et sans régression, en tout cas sur les fonctionnalités majeures, les tests, ça a été bah, vraiment on va dire un point majeur d'impact sur les développeurs. C'est devenu en fait incontournable. Donc ça a été vraiment, et c'est le plus important en fait à retenir de tous ces points-là, un changement culturel, parce que tous ces points-là mis bout à bout, ça fait quand même une transformation du métier du développeur. Et le message qu'il faut faire passer aussi, il ne faut pas que ça soit vécu comme du travail en plus. En fait, derrière, il y a une vraie raison à ça, c'est on a troqué la vélocité du développeur, ok, qui vont demander de coder un peu plus modulaire et qui on va demander de coder avec une couverture de test, en échange d'une vélocité projet, d'accord, pour livrer plus souvent. Et en fait aussi, bah, à la fin, l'impact, c'est aussi de la sérénité. C'est ce qui ressort beaucoup des développeurs, c'est que eux, ils travaillent plus sereinement. C'est-à-dire que je peux pousser du code et avec ma couverture de test, je vais avoir des garde-fous, je vais avoir des environnements dans lesquels on va se rendre compte des problèmes en fait bah, en amont. Et dans le pire des cas, même s'il y a quelque chose en production qui pose problème, si on a bien été jusque boutiste dans la mise en place du DevOps, on va pouvoir le corriger avec une release suivante très facilement. Donc ça, c'est aussi un peu moins anxiogène pour les développeurs. Il y a un peu moins d'effet de surprise grâce au DevOps qui permet aussi de déployer bah déjà avec ce qu'on va appeler des security gates et des quality gates, d'accord? Plus des environnements de test puisqu'on va réutiliser ce qu'on sert pour déployer en production bah, en environnement de pré-production. Donc ça, c'était vraiment un changement culturel. Donc qui dit modularité a dit gestion de package. Donc pareil, ces termes importants sur le DevOps, on va les définir ensemble. Donc la gestion de package, à nouveau, je vous propose une définition. C'est un système de gestion de package, c'est un logiciel qui permet de chercher, installer, mettre à jour, supprimer des packages sur un ordinateur. Typiquement, si vous avez une distribution Linux, que vous utilisez apt ou Yum sur les distributions plutôt basées sur Red Hat, c'est un système de gestion de package. Le système de gestion de package, il va s'appuyer sur un gestionnaire de package. Ce que j'ai illustré à droite, avec cette grenouille dans un entrepôt logistique, c'est un endroit où on va stocker les packages. Et on va parler le même langage que l'outil de gestion de package. Donc voilà. Typiquement, les exemples, c'est NPM pour JavaScript, Cargo pour Rust, qu'on a pour Python. Il y en a d'autres illustrés, ok, Maven bah, pour l'écosystème Java. Certains package managers s'appuient aussi sur Git. Souvent, c'est quand l'écosystème est un petit peu récent on démarre avec Git, ça a été le cas de Swift qui démarrait avec des repos Git comme gestion de package, mais maintenant qui évolue vers une propre norme de package qui a été annoncée dans les dernières keynotes. Notamment aussi Docker. Docker, évidemment très présent, une taille plus une registrie à mettre en œuvre. D'accord? Ça nous a amené à évoluer vers la notion d'entrepôt de binaire. Parce que souvent, une solution, elle va être pluritech. J'ai parlé d'APT, peut-être que je vais vouloir créer un package qui va être composé d'autres packages, d'images Docker,
Pareil, si je suis en mode Kubernetes, je vais avoir des Helm-charts et plusieurs images Docker. Ce qui va constituer une release, il peut aussi y avoir un PDF de release note si c'est un SDK, des assets statiques à consommer par l'application. Si c'est une appli de cartographie, toutes les tuiles, les différentes échelles à consommer. Si c'est un jeu vidéo, des textures, voilà, des fichiers audio, etc. Une release, c'est pas forcément que un système de package, ça peut être plusieurs. Donc pour ça, pour éviter d'avoir des solutions en fait hétérogènes et disparates, et aussi pour pouvoir, euh, par exemple, apporter de la fiabilité sur tout ce qui est les packages qui viennent des entrepôts publics, on a eu la notion d'entrepôt de binaire. Donc c'est un entrepôt de binaire qui va stocker tout ce que vous produisez, tout ce que vous ramenez du monde externe. Et l'idée, bah, ça rejoint aussi la modularité. D'accord? Comme on va pouvoir faire des builds successifs, ici j'aime bien cette image de la chaîne d'approvisionnement logistique parce que bah voilà, typiquement c'est ce que je disais, par exemple j'ai codé une librairie d'authentification ou un framework de composants React pour que toutes les applications de la compagnie aient le même look and feel. J'en ai une version qui est là, qui est utilisée par trois projets. Mes développeurs ont déjà fourni plusieurs versions successives, mais moi, j'ai pas d'impact sur mon développement tant que je passe pas à la version suivante et eux, ils peuvent continuer à travailler pour les évolutions futures qui vont être utilisées par d'autres projets au sein de la compagnie. Donc ça, on voit l'impact en termes de vélocité, c'est que du coup, je vais entreposer mes versions pluritechno et je vais pouvoir avoir un logiciel composite qui va aller à la vitesse de mes équipes de développement et avec la modularité, je vais freiner personne. En fait, je n'aurai pas ces fameux diagrammes de Gantt qui dépendent de tâches passées. Je vais pouvoir paralléliser et donc fluidifier. Et pour ça, il me faut l'entrepôt de binaire. Enfin, la dernière définition que je voulais vous donner, qui est un peu plus générique que tout le reste, c'est la définition d'artefact. Artefact, c'est tout ce qui va être produit par vos soins, par les outils de DevOps, d'accord? Donc là, on a parlé de package. Évidemment, quand je fais du NPM, je vais pouvoir produire un package NPM, mais potentiellement, voilà, un manifeste de fichiers qui va constituer une release, c'est un artefact produit. Je peux créer aussi très facilement, avec certains outils dans l'écosystème Python, par exemple MKDoc, un jeu de pages web qui vont constituer ma documentation et héberger quelque part. Ça peut être une archive de code source, suivant les technologies. D'accord? Tout ce que je vais produire, ça sera un artefact. Et souvent, un package, il est composé de plusieurs artefacts. Si on pense à une image Docker, c'est un fichier manifeste et plusieurs layers. Le manifeste, c'est un artefact. Les layers, chacun sont des artefacts. L'image Docker, c'est un package. D'accord? Donc ces artefacts, on va les stocker aussi. Et donc d'où le nom de notre produit emblématique et la pierre angulaire de ce qu'on appelle la JFrog Platform. Artifactory, c'est un gestionnaire d'artefacts, mais qui va encapsuler toutes les notions de plus haut niveau, ok, des packages. Donc, comme on va le voir en action, je vais vous présenter un petit peu les capacités de notre outil phare. En fait, c'est un gestionnaire universel de binaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de packages. Donc l'aspect universel, c'est qu'on va gérer voilà, plus de 30 types de packages différents. Maintenant, on est à 32, 33. On gère même des modèles de machine learning Hugging Face avec les paramètres de customisation autour du modèle. Et ça vous permet d'avoir un endroit unique. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque techno a ses spécificités. Donc, vous pouviez avoir jusque-là une petite registrie Docker hébergée dans un coin, héberger votre propre système de package Nugget aussi avec un projet open source, etc. Donc, vous avez en fait pas mal d'endroits à maintenir et vous n'avez pas un seul endroit qu'on appelle la source de vérité où tous vos binaires sont entreposés. Donc vraiment l'idée, voilà, c'est de créer ça avec Artifactory pour toutes les technos utilisées dans la compagnie. Donc ça permet d'avoir toutes les équipes qui travaillent de la même façon. Et aussi, on s'interface avec toutes les CI. Donc tout ce que vos CI vont avoir besoin en termes de dépendance, tout ce qu'elles vont produire, va s'interfacer avec Artifactory. Donc, une utilisation en mode de proxy du monde externe qui permet d'avoir de la résilience au cas où un package est supprimé et de pouvoir rebuilder pendant 15 ans s'il le faut, alors que pour des raisons, le Maven central, il y a eu une opération de cleaning parce que voilà, c'est des projets en fait maintenus avec des fonds plus ou moins associatifs. D'accord? Et en même temps, pour tout ce que vous allez produire, vous allez avoir en fait cette gestion package propre qui va vous permettre cette modularité qui est essentielle en termes de dev. D'accord? On a expliqué justement pourquoi juste avant. Le gestionnaire d'artefacts, il va héberger ces éléments, mais avec toutes les métadonnées possibles, évidemment en termes de possibilités. Qui l'a créé, par quel build de CI ça a été créé, quel utilisateur, quelle identité a été utilisée pour créer et m'amener ce package sur Artifactory. Si demain il y a une faille de sécu, je serais bien content de pouvoir tracer en fait tout ça. On va avoir les mêmes problèmes au niveau du logiciel, hein. Ça sera l'objet d'un autre webinaire sur la sécurité comme il y en a sur la chaîne JFrog, mais en gros, maintenant on commence à avoir les mêmes problématiques au niveau logiciel que sur la chaîne alimentaire dans ce projet, j'ai quoi dedans en termes de dépendance open source? D'où c'est venu? Quel build me l'a poussé? D'accord? Parce que voilà, quand il y a un problème, on veut
comme dans un restaurant, pouvoir tracer de l'assiette jusqu'au producteur de l'élément qui a été en fait vu comme un poison ou un toxicant. Donc c'est exactement pareil, et en termes de traçabilité, on va tout avoir dans Artifactory. Donc tout ce qui est lié à la création, tout ce qui est lié à l'utilisation. Est-ce que j'ai des binaires qui servent à rien? Ok, dans un contexte Green IT, j'ai pas envie de payer du stockage pour des binaires qui n'ont même pas vu le jour ou été déployés ne serait-ce que dans un environnement de pré-production, d'accord? Et des propriétés personnalisées qui vont pouvoir permettre de gérer une release et pas juste des artefacts. Si j'ai une release qui est constituée de 4 images Docker, un Nchart, un PDF release note, plus des assets statiques à déployer quelque part, c'est possible. Je vais pouvoir ajouter un set de propriétés qui va me permettre d'identifier ça. Plus d'autres métadonnées qui vont me dire où j'en suis dans le cycle de vie. Donc ça, c'est tout ce qui est possible dans le gestionnaire d'artefacts. Donc maintenant, pour pas que ça soit trop théorique, je vais vous montrer ça en image. Donc ici, je suis sur une instance cloud de JFrog, la JFrog Platform, et donc Artifactory, c'est une des briques. On va aussi gérer de la sécurité, de la distribution, maintenant de la curation de packages, on a notre propre outil de CI, mais Artifactory, il est générique. Et ça va commencer en fait par la notion de repository. Tout ce qu'on vient d'illustrer, la partie vraiment gestionnaire et comment je manage mes artefacts, on va définir des repos. Donc les repos, c'est l'endroit où les packages vont être stockés. Et il va y en avoir de deux types principaux. Les locaux, pour ceux que je produis une image Docker, je la stocke dedans. Je produis une charte graphique basée sur React, je stocke dedans, d'accord? Mais aussi tous les packages que je veux utiliser. Quand je produis ma charte graphique basée sur React, je télécharge React plus toutes les dépendances de React. Donc ça me vient du repo NPM public, ou comme là, sous les yeux, je peux avoir aussi des images construites à partir d'images de base sur Docker Hub. Donc j'ai un proxy de Docker. Donc les remotes vont être des proxys, je peux les créer de tous les types souhaité. Vous voyez que ici, quand on va créer un repository, on a le choix sur quand même une variété de types de packages qui est assez conséquente. Et dans le pire des cas, on a le générique qui va se comporter comme un serveur HTTP pour héberger tout ce qui est asset statique. D'accord? Et en même temps, voilà, on va avoir tout un tas de possibilités. On va pouvoir définir un remote qui n'est pas forcément sur un public, plusieurs sets de locaux. On va être assez efficient sur le stockage parce que si deux équipes utilisent le même binaire, on va pas le dupliquer sur le file store. Cette représentation, on va parcourir, là je vous ai montré un petit peu la création, mais cette représentation arborescente en termes de repo, c'est purement de l'information en base de données. Si j'ai deux équipes qui utilisent Nginx version 1.2.3, les layers et le manifeste ne sont stockés qu'une fois. Quand l'équipe A l'efface, l'équipe B l'a toujours, il n'y a pas eu d'opération sur le file system, c'est que en base de données. Donc ça permet d'être efficace, par exemple, si on fait de la copie. En fait, on ne copie pas, on déplace des pointeurs en base de données. Donc si j'ai un téra d'artefacts à copier, c'est juste quelques millisecondes parce que c'est des opérations en base de données. D'accord? Donc on a vu qu'on peut créer autant de repos que nécessaire. Pour info, sur le repo, pour éviter d'avoir deux points à configurer sur les clients, on a un autre type qui s'appelle les repos virtuels qui vont automatiquement faire le routage entre quand je push une image Docker, je l'envoie sur le local. Quand je récupère une image distante qui me sert d'origine, je vais étudier si elle est dans un de mes locaux ou sinon je vais aller la chercher sur Docker Hub. Ça permet de configurer juste un seul endpoint. D'accord? Donc, on gère tous les types de packages. Et après, quand on est sur un repo en particulier, là, je suis sur un repo de type Docker, on va fournir toutes les instructions. Donc là, je ne vais pas vous taper le mot de passe en direct dans le webinaire, mais ici, voilà, j'ai typiquement tout ce qu'il faut pour configurer mon client Docker. Et si j'accède mon Docker avec le client Podman, je vais avoir des instructions aussi pour Podman. D'accord? Donc, tout ça, voilà. Tout ça, c'est de base dans la plateforme. Ici, par exemple, si je prends un autre type, voilà, j'ai du Nugget, je vais avoir les infos sur comment je configure mon client Nugget. Donc tout ça, c'est la partie vraiment gestionnaire de clients universel. Ok. Donc ça, on va avoir les instructions. On a de l'outillage autour de ça. Là, on est sans vendor lock-in. On utilise le client Nugget, on utilise le client Docker. On a aussi une CLI qui peut configurer à la volée même ces outils-là. Donc il y a beaucoup d'intégration autour de ça. D'accord? Là, il faut juste retenir, c'est ce qu'on propose en gros. On a un moyen d'accéder à tous ces artefacts. Donc les artefacts, ça va être le plus bas niveau. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais prendre une image Docker. Quand je déplie, je vais retrouver le manifeste. Donc ici, je suis au niveau du package et ici, je suis au niveau des artefacts. D'accord? Avec toute la traçabilité, qui me l'a créé, qui me l'a envoyé, avec toutes les métadonnées. Et ici, voilà, dans la partie package, je vais pouvoir avoir un parcours de plus haut niveau. D'accord? Ici, voilà, je vais pouvoir aller chercher des packages si j'en avais publié. OK? Donc, ça, c'est la partie gestion de binaire universelle. Maintenant, on va s'axer à la deuxième partie. Maintenant que j'ai ces packages,
c'est pas mal, mais ça répond pas à la problématique que je vous ai présentée de fluidifier et d'intégrer en fait euh, le plus finement possible les nouvelles fonctionnalités des développeurs à un déploiement, soit sur la production, soit sur un environnement de pré-production. On automatise dans les faits. Donc ici, je vous ai mis en fait une chaîne classique de workflow d'automatisation. Il peut y avoir des variances à ça, évidemment, au sein de plusieurs entreprises pour des raisons diverses et variées, ok, mais ça, c'est on va dire, le maillage le plus classique. Évidemment, ça va toujours commencer par de la production de code et un des flows qu'on a choisi. Je valide potentiellement une pull request, je commit sur une branche, je vais déclencher un build de CI qui lui va me produire des artefacts et aussi récupérer des artefacts pour construire le ou les produits bruts liés à ce code. D'accord? Ça peut être des fois avec la même code base, je vais créer plusieurs artefacts ou comme on a dit tout à l'heure, je peux avoir des rows pour créer plusieurs librairies et après faire de la composition. On va en parler dans un petit instant. Mais du coup, en général, un événement qui se produit sur mon repository des sources va donner lieu à un pipeline qui s'exécute. Suite au pipeline, je vais produire des artefacts, je vais les scanner. Je vais aussi avoir des phases où je vais peut-être auditer le code. Est-ce que la couverture de test, est-ce que la qualité est suffisante? Mes artefacts, je vais vouloir aussi les scanner. Est-ce que dedans j'ai un package malicieux? Est-ce que j'ai des vulnérabilités critiques qui sont arrivées par les nouvelles versions que j'utilise pour ce build-là? Souvent, il y a une étape de scan qui est très courte. Et enfin, quand tout ça, ça a donné satisfaction, potentiellement ici avec des tests unitaires, j'envoie sur mon binary manager. Je crée une nouvelle release. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie qu'on appelle CI, Continuous Integration. Et souvent, c'est là où il y a le plus d'itérations. C'est-à-dire que ça se produit, bah, en fait, dans l'idéal, au rythme des commits. D'accord? Il peut y avoir des variances à ça. Ça peut être, avant le début du DevOps, c'est des nightly builds, des builds à une fréquence donnée basée sur l'état des sources à ce moment-là. Mais maintenant, c'est plutôt lié vraiment au rythme des commits et plutôt des pull requests et commits d'une feature branche sur une branche type master ou staging, suivant les workflows que vous avez. Donc, c'est là où il y a le plus d'activité, parce qu'on va pousser en fait beaucoup de builds dû à cette modularité. Et ensuite, là, ces builds vont avoir comme vocation d'être déployés pour produire l'application qui va donner de la valeur. Donc, souvent, il va y avoir une étape de composition. Comme je l'ai dit, on a poussé des binaires de façon unitaire. J'ai poussé un package NPM, j'ai poussé une image Docker, j'ai poussé un chart. Quand je vais vouloir déployer, je vais utiliser peut-être tout ça en même temps. D'accord? Donc, je vais voir composer, surtout si je suis en architecture microservice, plusieurs binaires entreposés dans le binary manager, cette étape. Créer une release. Sur cette release, comme j'ai plusieurs composants qui fonctionnent ou sont censés le faire, je vais pouvoir passer mes tests d'intégration, mes tests unitaires. Ça va être des tests un peu plus systémiques et moins vraiment unitaires liés à des méthodes dans le code où je vais tester des conditions limites. Là, plus tester les composants entre eux, voire en fait carrément toute l'application avec des tests end-to-end automatiques pour éviter la non-régression. Potentiellement une table de distribution. Distribuer, ça veut dire j'amène tous les composants release aux endroits où ils sont prêts pour être consommés. C'est une étape qui peut être facultative ou pas. Ça dépend en fait des use cases. Donc typiquement, quelqu'un qui va vouloir proposer un SDK, plutôt mettre à disposition sur un download portal. Donc là, il y a une étape de distribution. Voilà, ça, c'est un exemple de distribution. Une fois que la distribution s'est effectuée, souvent, on va notifier que tous les composants sont là et prêts à être déployés. Par exemple, ça peut être un ping vers un Argo CD pour déployer quelque chose. OK, une nouvelle version du SDK est là. Automatiquement, je notifie, j'alerte par mailing list, par ping sur un channel Discord ou autre. OK? Il peut y avoir une action automatisée suite à ça, mais l'action principale, ça va être le déploiement. D'accord? Je vais automatiser mon déploiement. Et le déploiement, il peut être dans divers environnements. En production, dans un environnement type staging. D'accord? Voilà. Donc ça, on va aussi le voir en image maintenant, un petit peu comment j'automatise. On a vu les repositories. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donnerait sur un projet réel et peut-être quelque chose qui est moins connu. L'aspect gestionnaire de binaire, c'est quelque chose qui est bien connu, c'est quelque chose qu'on peut intuiter, en fait, on va dire, quand on parle d'artefacts, ce que je vous ai présenté, vous dites, bah oui, il y a des repos de type APT, Debian, des repos de type Yum. Mais ce qui est moins connu, c'est que en fait, on garde aussi une traçabilité des builds, des runs de CI. Quand ma CI a construit une image Docker, je peux plugger Artifactory, ok, pour garder une trace de ça. Ici, j'ai des exemples de builds. Et là, j'ai une application Node.js dockerisée. Donc ici, je vais garder un lien vers le run qui m'a construit cette image Docker. Vous allez voir que c'est ce qu'on produit. Ici, j'arrive directement sur la trace de mon build.
il a des étapes assez classiques par rapport à ce que je vous ai décrit dans la partie CI. Déjà, je vais configurer la JFrog CLI pour m'interfacer avec Artifactory, ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'aurais pu configurer le client NPM, NPMRC, mais on a un peu autour de ça pour le faire en une ligne. Ensuite, avec ce plug sur Artifactory, bah, je vais évidemment récupérer toutes mes dépendances du monde NPM, mais je peux aussi utiliser la solution de sécurité pour ACC, tous les packages que j'ai ramenés par dépendance premier niveau ou aussi transitive. Et potentiellement, j'aurais pu failer le build à ce moment-là. C'est dans la partie CI qu'on a vu. Je vais vous remettre un petit peu le slide ici. Voilà, cette partie scan que j'ai intégré à ma CI. J'aurais pu failer mon build à cet endroit-là parce que j'ai des critiques. Quelque chose qu'on pourrait avoir aussi ensemble si vous souhaitez justement faire un follow-up suite à ce webinaire, notamment sur la sécurité. Une fois que j'ai fait cet audit, dans mon cas, j'ai laissé, que j'aime bien avoir des vulnérabilités pour les montrer, je construis une image Docker et je l'envoie sur Arctory avec les infos de build. D'où le fait qu'en fait, j'ai pu avoir cette habilité. Et du coup, dans mon build, bon, bah, j'ai évidemment le lien Docker, d'accord? Une image Docker avec les tags qui matchent l'itération de mon build, numéro 27. Ici, je vais voir en fait les artefacts qui composent cette image Docker, dont les dépendances qui me viennent de l'image parente. Donc ici, j'ai la trace de tout ce qui a été produit. Je peux voir aussi, par exemple, bah, quelles étaient les variables d'environnement. La sécurité, je vais skipper pour ce webinaire, ça sera peut-être l'occasion de faire un follow-up, mais comme là, on est dans les bases du DevOps, m'intéresser à tout ce qui est traçabilité autour du build. Donc ici, si pour une raison X ou Y, quand je le déploie, je soupçonne par rapport au log ou à une erreur donnée que j'ai une erreur à la construction, je peux venir voir dans quel état était le runner. Peut-être que j'ai eu une erreur, que j'ai déployé ça sur un runner ARM64 alors que derrière la cible c'était du x86. Voilà. Et pouvoir en fait étudier quel était l'état de mon run. Et ici, notamment, voilà, je vais avoir aussi des infos, en gros, quel a été le déclencheur, d'accord? Quel a été le commit, de quel repo c'est venu, en fait, ce build. Donc, je vais pouvoir faire le lien entre l'action sur le Git repo et comment cet artefact est arrivé là. Parce qu'après, on a vu que sur l'artefact lui-même, je vais avoir toutes les propriétés. Et tout ça, en fait, au niveau brut des infos, on appelle un build info, d'accord? Donc ça me permet de faire la partie CI. Évidemment, les modules, je vais les retrouver ici, hop, dans Artifactory. Je peux aller consulter, en fait, en gros, l'endroit sur la plateforme où il a été stocké. Donc ici, si je prends un artefact, hop, lui, je peux aller voir sur le repo Docker correspondant ici. Voilà, d'où provient l'artefact. Ici, c'était JSDemo, voilà, la version 27. Ici, quand je suis sur l'artefact lui-même, je vais avoir un trackback vers le build pour montrer les infos que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc voilà, j'ai la traçabilité totale entre cet artefact et le build. Maintenant, si je veux faire une release, on a aussi un concept similaire un peu au build qui va permettre de tracer à l'échelle de la release, la partie plus déploiement que je vous ai montré. Donc ici, pareil, c'est quelque chose de moins connu quand on s'intéresse à un entrepôt de binaire, mais on peut aussi faire ça. On peut aussi, avec les métadonnées, par exemple, sélectionner et créer une métaversion pour aller créer ce qu'on appelle des releases qui vont passer à un certain nombre d'étapes. Donc ici, à titre de démonstration, on a mis des étapes de passage de dev, test, Q&A, staging, prod. Ici, je vous ai montré deux releases. Donc l'image 27 que je vous ai montré tout à l'heure, elle a été jusqu'à l'étape de prod. Étape 26, pour une raison X ou Y, elle n'est pas passée. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la promotion. Et l'artefact, on va le déplacer de repo en repo. On va pouvoir déclencher automatiquement notre solution de sécurité à partir du moment, par exemple, où les tests ont été concluants. On ne peut pas passer du temps à scanner des artefacts qui ne seront jamais déployés nulle part, typiquement. Voilà. Et ça, on en garde une trace. Vous voyez que parmi les releases, ça, c'est quelque chose qui est utilisable par un non-informaticien, par un release manager. Il peut voir toutes les étapes avec les justifications. D'accord? Ici, voilà, pardon, j'ai cliqué un petit peu rapidement. Et voilà, je peux voir toutes les étapes en termes de traçabilité sur cette release, qui là, dans mon cas de figure, comprend bah, juste mon image Docker, c'est déjà 20 artefacts, mais qui aurait pu contenir 10 images Docker plus le MChat, d'accord, plus un PDF. Donc la release n'est pas bloquée à une techno. Ça, c'est encore autre chose qui est permis dans le gestionnaire d'artefacts. Donc c'est pour ça que souvent, quand on parle du gestionnaire d'artefacts, voilà, ici, on voit bien qu'il est central. On voit que toutes ces infos, ces métadonnées, c'est plus que de la gestion de package. En fait, c'est, on peut le voir comme une database. D'accord? Si je transcris ça, si je peux imaginer ici
des diverses applications, des applications mobiles, des applications web qui consommeraient une même database. Pour le DevOps, c'est pareil. C'est-à-dire que les infos de ma CI, je vais les récolter et garder toute traçabilité de ce qui a été produit. Les infos sur les packages, est-ce que je les bloque pour des raisons de sécurité, etc. Quand je suis même dans le choix des packages dans mon IDE, je vais être content d'interroger un référentiel qui va me dire, tiens, il faut plutôt choisir cette version que celle-là parce que cette version, elle a un souci, elle contient une vulnérabilité critique. On voit bien que l'artefact manager, le binary manager, il est central, d'accord? C'est ce qu'on appelle la base de données du DevOps. C'est pour ça que quand vous démarrez dans le DevOps, vous pouvez commencer par automatiser aussi avec quelques pipelines, mais très vite, faire du vrai DevOps, il faut le gestionnaire d'artefacts, sur lequel on va pouvoir greffer d'autres choses après. Mais c'est vraiment la base pour avoir des builds reproductibles et résilients, d'accord? Par résilient, j'entends par exemple pas être dépendant de un changement ou un outage sur un repository remote, d'accord? Mais en plus, pour tout ce que vous allez produire, être capable de bah voilà, emmener des builds vraiment significatifs jusqu'à la production et aussi bah, de faire du nettoyage. Pas que ça s'entasse en fait, sans qu'on sache, ah oui, ce binaire-là, il a été en production, mais là j'ai trois versions, celle-là, elles ont servi à rien, et c'est juste la quatrième qui était l'autre version qui est utile à la production après. Donc ce que je vous ai montré sur la promotion des releases, ça permet d'y aller franco sur le nettoyage aussi sur la partie, tous les repositories liés à la partie dev, on va pouvoir nettoyer. Maintenant, vous savez que depuis le 1er janvier 2024, il y a aussi des contraintes Green IT, d'accord? Et bah, tout ça, pour implémenter le tracé sans avoir un gestionnaire de package qui nous permet de faire ça, c'est assez compliqué, d'accord? Donc ça, c'était vraiment les bases du DevOps. Donc, pour l'instant, j'ai pas eu trop de questions dans le chat, j'ai jeté un œil en continu. C'était vraiment le scope de ce qui était prévu aujourd'hui. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions, s'il y a des points que vous voulez voir un petit peu plus en particulier, plus en détail, savoir si ça fait du sens aussi par rapport à vos besoins en termes d'entreprise parmi les participants du chat. On est quasiment une vingtaine, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que je vous montre des choses un peu plus détaillées. Visiblement, j'ai pas trop de questions, donc soit j'étais super clair, soit vous préférez tous en fait avoir un follow-up plus en détail, peut-être pour parler sécurité, ou complètement concrètement comment on pourrait s'y prendre dans votre entreprise pour implémenter ça. Donc, sachez déjà que la solution, là, j'ai fait mes démos sur une instance SaaS, donc on a une solution cloud, mais on est complètement hybride. Donc, on peut aussi, par exemple, déployer la solution chez vous sur votre infrastructure, et même si vous utilisez un public cloud provider, on est aussi compatible, on peut s'intégrer et déployer la solution vraiment n'importe où. Donc, ça, c'est un point qui est assez intéressant. Si... Ah, comment faire un package slash Git? Alors, deux termes antinomiques. Nous, Git, on va gérer la partie Git LFS pour stocker vos binaires de haut niveau, d'accord? On va aussi proposer un repository source, mais bah, nous, on va juste créer un repository Git. Git, c'est pas vraiment un package puisque vous allez committer, en fait, sur un repo qui implémente Git. Donc, Git, au mieux, vous aurez un tag, d'accord? Ce que vous pouvez faire après, c'est soit une archive de source et un zip, d'accord? Mais sur Git, on a aussi un type de repository Git, mais en général, voilà, c'est un outil en fait de nature assez différente. Nous, on est binary centrique. Donc, on propose le type Git, et vous l'avez vu passer tout à l'heure quand j'ai cliqué pour créer un repository. Euh, Si vous voulez, par exemple, committer, je sais pas, une arborescence de sources données à un moment donné du processus, d'accord? Voilà, comme tu le dis, par exemple, on exporte depuis un repo parent et on commit dans un autre, mais nous, on va pas faire, par exemple, de diff entre les commits, etc. On va être vraiment centré sur la partie artefact, et en général, nous, on est plus là pour faire du Git LFS. Mais comment on crée un repository Git? Bah, c'est dans la partie repository. Vous allez créer un repository local, tout simplement, bah, de type Git. Donc ici, tic, 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 on a Git LFS et alors, il n'est peut-être pas encore ici dans cet artefact sur cette version. Ici, on a Gitel les fesses. Ah, on l'a peut-être pas en local, on l'a plutôt en remote, je pense, le Git pour faire justement proxy. Voilà. Ouais, sur la partie Git repository, nous, on n'est pas un gestionnaire de source, on va vraiment faire la partie Git LFS. Et voilà. La partie VCS, on peut proxifier
un repository Git, voilà, elle est que en remote. Et donc, sur la partie, pour répondre un peu à ta question, François-Xavier, si tu veux prendre une partie d'un repo, souvent quand on fait un remote, on peut avoir des patterns d'include, exclude. Donc là, l'idée, ça serait d'exclure certains répertoires de ton repository d'origine. Une autre question, j'utilise Conan au jour le jour dans mon entreprise. Comment gérer la rétention d'artefacts dans Artifactory? Typiquement des artefacts qui n'ont pas passé les tests déroulés en CD. Bah alors, nous, on a un repository de type Conan. D'ailleurs, Conan, en fait, ça fait partie de JFrog. Donc, pour gérer tes artefacts de type Conan, bah, tout simplement, tu vas créer un repository de type Conan. D'accord? Après, que les artefacts n'aient pas passé les tests déroulés en CD ou pas, toi qui vas choisir quand est-ce que tu pushes dans ta CI. Toi, tu vas juste pusher ton package Conan ou pas, suivant le résultat de tes tests. Donc, c'est toi qui vas avoir la main dans ta CI. En gros, si le résultat de tes tests est concluant, tu vas pouvoir décider de pusher. Mais si jamais tu veux pusher avant, tu peux, d'accord? Et avec le pattern que j'ai expliqué tout à l'heure, la promotion, tu pourrais lui faire passer une table, par contre, s'il passe les tests de CD. Donc, typiquement, le use case, ça pourrait être, OK, je sais que d'un point de vue couverture de test, il est pas satisfaisant, mais il est quand même intéressant que je le déploie quelque part pour faire des tests fonctionnels juste pour tester ce point-là pour le product owner. Ça peut être un use case. Et donc ici, c'est plutôt le pattern de promotion que tu vas utiliser. Donc par exemple, dans ton use case, Florian, là, tu pourrais pusher l'artefact avant tes tests euh, déroulés en CD. Tu déploies quelque part, tu passes test, c'est pas concluant. Bon, bah, tu fais pas la promotion. Si tes tests CD sont concluants, tes artefacts déjà pushés, tu vas les promouvoir. Et donc ça, tu peux le faire au niveau d'un build. C'est pour ça que pusher le build, c'est intéressant parce que la promotion va se faire au niveau du build. Mais elle va se faire aussi au niveau d'un objet qu'on appelle le release bundle, ce que j'ai montré tout à l'heure, où tu vas pouvoir faire de la promotion. Voilà. J'espère que ça t'a répondu. Je vois que François-Xavier a confirmé sur Git. Et donc voilà, nous, ce qu'on préconise, bah voilà, je suis content que ça ait fait du sens pour toi, Florian. Ce qu'on préconise aussi, ce pattern de promotion, au final, il va vraiment de pair avec les conventions de nommage. Ouais, ici, JFrog, voilà, naming, artifactory, repositories. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'implémentation, elle est super efficace. On est checksum based, ok? Donc les binaires, ils sont stockés qu'une fois. Ce qui permet du coup, ce pattern de promotion et cette organisation de repo de vraiment pas avoir de limite. Si j'ai besoin pour une équipe A de créer des repos de type Conan plus Docker plus générique et de les créer pour dev, staging et production, ça fait 9 repos, il n'y a pas de problème avec ça. C'est efficient. Et quand je vais faire tout passer, parce que les tests de qualification interne, un peu le use case que tu décris, euh, ont été, euh, ont été réalisés avec succès, je vais pouvoir faire une promotion et tout bouger d'un coup. D'accord? Et ça, c'est ce que je vous montrais. D'accord? Peut-être maintenant, ça va faire un peu plus de sens avec des explications. Mais ici, voilà, le bundle, lui, bah, il contient un certain ensemble d'artefacts et je lui fais passer comme ça des étapes. Et en fait, dans ces étapes, derrière, il y a vraiment des choses qui se passent. C'est-à-dire que c'est pas juste un tag ici que je déplace, c'est que ici, la promotion, ça va m'avoir copié d'un set de repository à un autre. Donc tout part de là, en fait. Souvent, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment cette organisation de repository. Il y a pas de défaut à le faire, il n'y a que des avantages. Parce que pareil, quand vous implémentez la sécurité, vous allez pouvoir notifier différemment bah, si le problème de sécurité, il est dans ce set de repository production, d'accord? Plutôt que là, si c'est un build qui n'a jamais été déployé nulle part, c'est moins grave. Je sais pas qu'il ne faut pas s'y attarder, mais en termes de prio, je vais vouloir vraiment ici pas réagir de la même façon si l'incident est en production. Encore de voir s'il y a quelques réponses. Comment il est possible de gérer, configurer, organiser les accès au repository dans une organisation avec plusieurs équipes? Et bah ok. Alors ouais. Donc question de Hugo qui rejoint un petit peu cette best practice for structuring. Donc déjà, pour l'organisation entre équipes, nous, il faut savoir que vous avez peut-être vu utiliser ici, j'ai un petit, je m'appelle David Robin, donc je me suis introduit au début du webinaire. Ici, vous avez peut-être vu que j'avais un petit project qui était sélectionné. Déjà, on va avoir une notion, ça s'appelle JFrog Project, mais en fait, on va avoir une notion de namespace. C'est-à-dire que ici, là, si je les désélectionne, je vais avoir beaucoup plus de choses en visu, d'accord? Et ici, dans la partie admin, je vais voir en fait tous les projets créés sur la plateforme. Donc ça va de pair avec un système de droit, évidemment, en termes
de user management. Ici, on va voir tout ce qui découle en termes de permissions, de rôles globaux, avec des permissions pour les développeurs différentes d'un admin, etc. sur un jeu de repository et par environnement. On peut peut-être pas avoir les mêmes personnes qui touchent à la production que les personnes qui touchent au dev. Et ça va en fait s'appuyer sur les conventions de nommage. Donc ici, si je retournais moi en fait voilà, sur les repos et que je désélectionne mon projet, bah, je vais voir les repos en fait de tout le monde sur la plateforme. Moi, je suis admin sur la plateforme, je vois tout, mais si j'ai organisé mon système de permission pour n'appartenir que à un ou deux projets auxquels j'ai droit, je vois que les un ou deux projets auxquels j'ai droit, et ça se décline dans toute la plateforme. Donc, pour les organisations un peu conséquentes, la base, c'est de commencer par définir ces NPCs, les JFrog Project. Au sein de ces projets, on va avoir les environnements, d'accord? Donc, les environnements, c'est plutôt lié à être ici bah, des environnements qui vont correspondre au cycle de vie, ok? Mais il n'y a pas aussi de problème à créer un environnement qui serait front-end et back-end pour avoir justement des permissions différentes, parce qu'on a vu tout à l'heure, quand je vous ai montré rapidement les rôles globaux, que le système de permission il peut se décliner par environnement. Et enfin, ça va être de, bien sûr, enforcer ce pattern et cette organisation de repository qui va vous permettre de faire ça. D'où ici, tiens, le lien que je vais mettre dans le chat justement, voilà, pour organiser les repositories. Et la convention, voilà, c'est la suivante. Donc, on a vu ici Team Projecty. Quand vous créez un repo au sein d'un projet, vous avez vu que les miens, ils s'appelaient tous DR ou quelque chose. C'est ce qui s'appelle la clé projet. Ça va vous le mettre au début. Mais vous pouvez aussi fonctionner sans project et appliquer la même convention de nommage quand vous créez les repos. D'accord? Ça peut être ici des codes projet, des codes, des trigrammes de business unit. OK? Ici, la technologie, Docker, Maven, NPM, etc. D'accord? La maturity. Alors ça, c'est optionnel depuis qu'on a les environnements, mais ça coûte rien de répéter explicitement, OK, c'est le repository de l'équipe A, Docker de dev. C'est le repository de l'équipe A, Docker de prod. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on appelle la maturity. Et enfin, le locator, c'est le type de repo. Est-ce que c'est un proxy, proxy de Docker Hub, ou est-ce que c'est un repo local qui va contenir mes artefacts? Donc souvent ici, on va mettre local remote, ou le dernier type, virtuel. D'accord? Virtuel, ça va être juste un routeur. En gros, c'est une façade, il n'y a pas d'existence propre, hormis c'est une API, d'accord? Mais derrière, pour le stockage, il va s'appuyer soit sur un remote, soit sur un local. Tu me confirmes si j'ai répondu à ta question, Hugo? J'ai l'impression que oui. Donc, on arrive vers la fin du temps prévu pour le webinaire. Donc, j'ai senti qu'il y avait pas mal de questions. Évidemment, c'est qu'un webinaire d'introduction. Maintenant, je vais laisser un petit peu la main à une de mes collègues pour vous ajouter un sondage. Voilà, je vais l'indiquer. Pour savoir si vous voulez en fait derrière qu'on planifie une session. Voilà. Alors d'autres webinaires, il y en aura forcément qui vont venir. Notamment, par exemple, on va lancer le runtime Agent sur la sécurité. Donc on va avoir en fait des webinaires dédiés à ça. J'en ai déjà fait sur la chaîne, plus lié à la sécurité, ce qu'on proposait. Et là, voilà. Si vous voulez aussi avoir mieux qu'un webinaire, avoir une session avec juste moi comme architecte ou quelqu'un d'autre du bureau toulousain, par exemple, parce que ici on est entre francophones, vous pouvez répondre au sondage, vous serez contacté. On a tout ce qu'il faut sur le site web. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait vraiment pour aller vraiment dans le détail et que vous ayez de la valeur sur la plateforme. Voilà. Donc, visiblement, d'après le chat, il y en a quelques-uns qui sont intéressés. Donc vraiment, ça, on se rendra dispo. N'hésitez pas. Voilà. Avec plaisir. Je vois qu'il y a de l'enthousiasme. Voilà. Bah, merci beaucoup au chat. Beaucoup de messages positifs. Voilà. C'est vraiment que le début. C'est vraiment l'introduction. Il y a des sujets, on peut passer des heures dessus. Souvent, on fonctionne avec des workshops, mais pas de problème. On fait des POC, on vous accompagne sur tout ce qu'il faut. Bah, merci à vous. Vraiment plaisir d'avoir un chat positif et avec des questions pertinentes. Comme ça, moi, je vois que vous n'étiez pas en train de faire du shopping sur Amazon, sur vos téléphones. Ça fait aussi plaisir. Et n'hésitez pas. Et bien sûr, il y aura d'autres webinaires. D'accord. Merci beaucoup et au revoir à tous ceux qui doivent y aller. Avec plaisir.
Merci à tous et bonne continuation. Vous retrouverez ce webinaire aussi, il sera publié sur la chaîne YouTube. Voilà. Très content aussi, Pascal, d'avoir pu t'aider. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour vos commentaires. À très bientôt, donc, en session.